Il est de retour! Allô, Marc-Antoine! Allô! T'étais où, bon sang? J'étais à Los Angeles. Et J'étais voilà. à Toronto. Et ce... Ouais, oui. voilà. Et ce périple de balles, Oui, c'était bien? c'était le fun. Qu'est-ce que t'as mangé? Et C'est la seule, c'est la seule affaire. Qu'est-ce que t'as... je sais pas, c'est de la cochonnerie. Ah non. Au baseball, c'est pas mal ça. Il y a pas mal de ça. Ben, l'horaire de travail étant ce qu'il était, en une semaine, j'ai mangé une fois un repas assis dans un restaurant. Arrête donc! Ouais. Mais tu vas nous Là- arracher une larme. Ben non, mais tu me poses la question, je l'aurais pas dit Mais moi-même. non, là. mais ça m'étonne. OK, ben je suis... Le reste du temps, c'est comme d'attraper un sandwich entre point A et point B en marchant. Ah ouais. Ou un hot dog, mais pas trop souvent. Les Dodger Dogs qui sont complètement surévalués. Là. Ah oui? Ah, ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça... Émission de service. Oui. Ça, c'est bon à savoir. Ben oui, Non, du parce contenu que- gratuit, comme tu aimes le répéter. Oui, ça, oui. Mais là, j'en ai tout un contenu gratuit pour commencer, mais je voulais quand même Ouais. marquer le coup de ton retour. Mais le Dodger Dog, c'est ça, ça a une grande réputation. Puis, Ça a aucune... Honnêtement, Ah ouais? c'est pas différent d'un autre hot dog. C'est... D'abord... non, mais c'est vrai. Ben D'abord les hot dogs où la saucisse dépasse parce Ouais, qu'elle est longue, ouais. mais le pain suit pas, c'est complètement inutile. T'sais, si tu veux faire un hot dog plus long, trouve des pains plus longs. Parce que sinon, de la je suis pas saucisse d'accord qui avec ça, pendouille des deux bords, tu commences par ça, c'est juste la saucisse, puis finalement, après, ben, tu en es OK. réduit à avoir un hot dog normal. Fait que trouvez-nous des pains plus longs, puis là, on va commencer à jaser. Il y a sûrement un boulanger Oui, à Los Angeles ben oui. qui a des mots lapins. Miguel Gadoua. Oui, sûrement. Sûrement. Non, le contenu gratuit aujourd'hui, c'est facile. C'est facile et en même temps, c'est une ouverture qui va être différente, Ah, OK. sur un ton différent. Je te suis. Vous autres, les gars, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? Hein? Alors, je vais commencer. Moi, sérieusement, là, mais moi, je pleure tout le temps, faut dire, mais je parle pleurer pour vrai. Parce que moi, genre les Simpsons, des fois, il y a une scène touchante, puis je viens les yeux pleins d'eau. OK. Fait que faut tempérer. Mais j'ai perdu mon oncle il y a 2 ans. La dernière fois que j'ai pleuré pour vrai, c'était ça. Ouais. Ma C'est mère, ça. quand j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. C'est vrai que ça fait pas longtemps. Ouais. Ouais. Mais ça, faut que ça soit. Les gars, on pleure soit dans les événements très tragiques Ouais. ou soit en regardant Ou un du film de niaisage. sport. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Monsieur Baseball. Comme Rudy quand il ou était- quelque chose Oui, du genre. Rudy. Hey, Rudy, à chaque fois à la fin, je viens les yeux vraiment dans... À chaque fois, là, puis il passe toutes les semaines à TVA Sport. Ah, je l'ai jamais vu. T'as jamais vu Rudy? Non. Ben là, je pense que je On vais va voir- pleurer. on Je va- pense que je vais pleurer. OK, arrête c'est tout, ça. là. Là, on va prendre 1h30. On va Puis on va revenir. régler ça, là. On revient. Hmm. Dis pas ça. Fais semblant que tu l'as vu. OK, d'accord. Dis C'est bon. jamais ça. C'est bon. La fin, surtout. Ouais, La fin. surtout. Ouais. Parce que le début, ça nous marque moins. Au début, c'est... Ouais. Mais Marc-Antoine, la dernière fois que tu as pleuré? En même temps, je me disais, ça va être bon, je vais leur demander ça, mais Ouais, c'est une mauvaise idée. C'est sûr que, genre, un c'est drôle de quand corps. j'ai perdu... C'est un drôle de cas. C'est sûr que c'est Ouais, triste. venez pour le hockey, restez pour les les émotions. examens. Oui, c'est ça. Les émotions. Ah, moi, en général, les histoires, plus que les histoires de sport, c'est les histoires fraternelles qui m'émeuvent et Ouais. m'amènent les larmes aux yeux. C'est Mais- les histoires de deux frères, généralement, ça me touche. Mais t'es-tu une bonne... c'est ça, t'es-tu une bonne pâte? As-tu la larme facile? Non. Non, hein, c'est ça. Martin, un peu. Un peu, Un ouais, peu. je peux. Puis moi, c'est moi le numéro 1. Mais, Gascon aussi. Gascon est assez braillard. Ah ouais? Non, je sais pas. il n'est pas là pour se défendre. C'est Il ça. va être tellement content. C'est le titre du balado. Gascon, c'est un braillard. Épisode 432. Whatever, je sais pas où on est. Appelons sa mère, là, maintenant, on va le savoir. OK, aujourd'hui, c'est la débandade. Est-ce que la mèche raccourcie et Sydney veut pas s'en aller? C'est tellement OK, épisode 438. Et oui, il est de retour, votre journaliste affecté aux affaires du hockey, qui était affecté aux affaires du baseball depuis 2 bonnes semaines. là. 2 bonnes semaines. Plus, Ouais, moins. un peu moins quand même. peu Ça a moins. juste à donner Ça que m'a- j'ai manqué des balados qui... ça tombe m'a- un peu mal, mais un peu plus... presque 10 jours. Ça m'a apparu comme une éternité. Je sais, c'est bien gentil. Marc-Antoine Godin, mesdames et messieurs. Bonjour.
et votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupard. I mean, it just sucks. You know, last year no enough. Just it happened last year. It happened this year. You know, lose to those guys in OT. So just disappointed in myself. That's pretty much it. Jakub Dobeš, après la défaite du Canadien au New Jersey contre les Devils. Alors, si vous aviez lu que Dobeš avait eu des sanglots, si vous ne l'aviez pas vu ou entendu, c'est cet extrait-là. Et c'est ma source d'inspiration pour l'ouverture. Vous l'aurez deviné. Bon, des fois, tu sais, hein, on peut pas toutes les... Ça peut pas toujours être brillant. Oui, mais une fois de temps en temps. Ben voilà, c'est... faut que tu ailles à la plaque. Oui. C'est comme ça qu'on appelle. Oui. Pour, c'est ça, tenter de la sortir du stade. Est-ce que, je sais pas, réaction, c'est la grosse affaire, là. C'est le talk of the town. C'est drôle. Moi, je vois un thème là-dedans cette semaine. Après le match de mardi, je trouvais ça beau de voir Samuel Montembeault être capable d'exprimer sa vulnérabilité. T'sais. Il racontait qu'il avait entendu les applaudissements dérisoires des partisans dans le match, au début du match contre les Flyers. Il racontait... il a mis ses tripes sur la table, Montembeault, mardi soir. Là, il disait, après avoir accordé 3 buts sur 6 tirs, là, que sa tête spinait. Et je reprends ses mots, là, je le cite. Et je trouvais ça beau. C'est un endroit... très difficile. C'est un poste extrêmement difficile mentalement d'être gardien du Canadien. Il y a beaucoup de pression. Aussitôt que tu commets, il n'y a pas une grande marge d'erreur avant que les partisans commencent ou qu'une frange de partisans commence à s'impatienter. Il y a toujours des débats qui devraient être devant le filet, qui ne devraient pas être devant le filet. Et il y a une longue tradition d'excellence à ce poste-là. Et je trouvais ça beau. Je comparais... de voir Montembeault exprimer comme ça ce qui lui passait par la tête quand ça va mal, qui avait regardé au banc, qui remerciait son entraîneur de ne pas l'avoir sorti du match, de l'avoir laissé continuer à se battre et tout ça. Et je faisais la comparaison avec Carey Price. Et on arrive dans le thème que tu abordais. C'était pas prévu du tout, mais Carey Price, il était très sensible aussi, mais il ne le montrait pas. Mm-hmm. On se souvient, il avait eu des troubles alimentaires à ses débuts chez le Canadien. Puis quand ça allait mal, Carey Price, il se raidissait des fois, il ne se présentait pas du tout pour parler aux journalistes. Puis quand il venait... Il avait une épaisse carapace. Oui. Il adoptait une attitude intimidante puis des réponses courtes, puis il voulait sortir de là. Alors, de voir Montembeault s'épancher comme ça sur... mentalement, à quel point il étalait sa sensibilité. Je trouvais ça beau. Mais là, de voir Dobeš comme ça, voir les larmes aux yeux après un match du mois de novembre où l'équipe jouait sur la route, a perdu en prolongation. Écoute, je ne sais pas si c'est pas si c'est un signal d'alarme ou si c'est quelqu'un qui est trop perfectionniste et qui avait... J'essaie de me placer dans ses chaussures, de voir comment tu peux réagir comme ça après un match de calendrier régulier. Il y avait une fiche parfaite en arrivant, parmi les 3e étoiles de la Ligue pour le mois d'octobre, etc. Est-ce qu'il s'est mis à ce qui est devenu exigeant ou il s'est mis à rêver d'une saison absolument sans incroyable. Aucune défaite. Est-ce qu'il était en train de sentir que même s'il jouait très bien, que Montembeault a joué les 2 matchs suivants quand même, qu'il faut qu'il continue à être parfait pour continuer à avoir le filet régulièrement? Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais de le voir réagir comme ça... Moi, si j'étais entraîneur ou directeur général, je prendrais le temps de m'asseoir avec puis d'essayer d'avoir une conversation, d'approfondir ça parce que ça me semble, par rapport aux séries éliminatoires, par rapport à des matchs qui ont des enjeux incroyables, ça me semble un peu démesuré comme réaction. Ouais. En même temps, je salue, c'est peut-être générationnel de voir qu'il y a...
Ben- il a étalé vraiment ses sentiments, mais ça me semble démesuré de voir un gars en larmes après un match comme ça du mois de novembre là, au New Jersey. Ben, à l'extérieur de la patinoire, Dobèche a quand même eu une semaine assez mouvementée. Parce que il a confié à un collègue récemment que... Parce qu'il y a un collègue qui est allé le voir qui lui a dit, tu sais, t'es sur le radar de l'équipe olympique tchèque en vue des Jeux de Milan. Puis, parmi ses réponses, il a dit, ben moi, quand je leur écris, ils répondent même pas à mes courriels. Ouais, j'ai vu ça. Et ça a créé tout un débat ou une commotion en Tchéquie, ces commentaires-là. Ah oui! Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les joueurs européens, puis c'est beaucoup le cas en Slovaquie, en Tchéquie, entre autres, peut-être un peu moins en Suède, mais bon, quand même. Dans ces pays-là, quand il y a des joueurs de la Ligue nationale qui font des choses ou qui disent des choses dans le contexte de la Ligue nationale en Amérique du Nord, c'est souvent repris par les médias locaux et ça a une onde de réverbération plus forte que ce qu'on peut entendre ici, parce qu'ici, ça a été une note de bas de page un peu, mais tandis que ça a été beaucoup plus suivi puis beaucoup plus discuté en Tchéquie. Et je pense que Dobèche est préoccupé par ça parce que lui, dans le fond, il aimerait bien pouvoir aller aux Jeux olympiques, même s'il n'y a pas d'expérience internationale. Il n'a jamais été sur le radar de l'équipe tchèque à aucun niveau. Puis c'est une des raisons pour lesquelles il ne jouait pas. C'est une des raisons pour lesquelles il a déménagé à 14-15 ans dans la région de Saint-Louis pour se trouver une opportunité de jouer à quelque part. Alors là, pour la première fois, on prend note de la qualité de son jeu. Il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à lui. Puis il y a comme cette histoire-là qui s'est déclenchée en Tchéquie, qui a créé une distraction chez lui. Ouais. Fait que je ne sais pas si lui, en se présentant dans le match de jeudi soir, avait ça derrière la tête, puis une pression additionnelle de dire, ben maintenant, après ce débat-là, cette petite situation-là, ben, il faut que je suive avec une bonne performance, puis que je continue de démontrer match après match que j'ai ma place, puis que je vais être là. Alors, c'est clair que sa performance d'hier, puis c'est vrai qu'il n'a pas été très bon. Il a nagé dans son filet toute la soirée. Il n'était pas du tout square sur la rondelle comme il l'était lors de ses matchs précédents. Mais c'était pas une performance catastrophique. Là. C'était pas catastrophique, pas du tout. Il y a eu, écoute, sur le but à 6 contre 5, il y a une rondelle qui est tombée directement devant lui. S'il l'avait bloqué, il avait étouffé la rondelle. Ça aurait empêché le but vainqueur. C'est correct. Mais sinon, je pense qu'il y a cette pression-là qu'il semble s'être mise sur les épaules. J'ai tendance à vouloir faire un lien avec toute l'histoire olympique. C'est intéressant. C'est un éclairage... parce que j'ai vu la note de bas de page, moi aussi, mais je ne savais pas que ça... Mais je l'imagine bien. Puis c'était le cas avec Slavkovski aussi, il y a quelques mois, souvenez-vous, là, des déclarations, puis là, ici... Puis la saison dernière. La saison dernière, oui. Ça avait fait grand bruit, donc c'est facile à imaginer. Moi, deux choses. Je l'ai lu avant de le voir, donc peut-être que je m'attendais à ce que ce soit plus intense là, comme réaction. Puis quand on le voit, puis quand on l'entend, oui, là, il est dérangé et tout. Il fait référence à la fois précédente. Il dit, la dernière fois au New Jersey, ça s'était passé comme ça. Donc, ça m'amène à penser que il est il suit ça de près, là. C'est sa carrière et ses performances. Ouais. J'attendrai de voir comment... c'est quoi la prochaine affaire, avant avant d'avoir une meilleure idée de ce que ça veut dire. C'est un gardien recru aussi, là. Puis je pense qu'il y a des choses, la pression de la Ligue nationale, gérer les hauts et les bas. Sa fiche est extraordinaire. Il a été, je pense, le premier gardien recru à gagner ses 5 premiers matchs 2 années de suite. Il est sur une lancée, sur une balloune, dirions-nous. Mais sauf qu'à un moment donné, les ballons, ça dégonfle. C'est tout à fait normal, ça fait partie du sport. Mais quand tu es un gardien de but recru à une position phare comme celle-là, ben, il faut que tu puisses gérer ces émotions-là. Puis c'est pas toujours facile. Ça détonne beaucoup avec la confiance qu'il dégage habituellement. Il y a une prestance de Bech quand tu lui parles. Puis la saison dernière, il débarquait dans la Ligue nationale, puis
il avait l'air Ouais. en plein contrôle de la situation. Donc je trouve que ça détonne beaucoup avec, avec la prestance, c'est ça qui démontre habituellement. Et 82 matchs, c'est un marathon. Là. Tu peux pas, à ton 7e match, il faut les entraîneurs, les joueurs répètent tout le temps, il faut que tu sois capable de garder un niveau d'émotion ou d'engagement égal durant toute la saison. Là, tu ne peux pas t'emporter quand ça va bien, puis monter au plus haut des cieux et de vouloir t'enfermer seul dans le noir quand ça va mal. Il faut que tu aies une perspective à long terme. Il y a un autre match, un prochain match. Fait que de le voir comme ça, partir en montagne russe au mois de novembre, j'ai trouvé ça très, très étonnant. Est-ce qu'on sait si ils répondent à ces courriels? Peut-être que les courriels ils sont dans les spams de la Fédération, vu qu'il n'y a pas d'historique là, entre les deux. Il y avait un autre aspect. C'est un bel éclairage. Il y avait un autre aspect à sa déclaration aussi. Il disait que la Fédération ne le rappelait pas, mais il disait qu'il y avait rien pour lui. Il n'y avait aucune attache avec la Tchéquie. Hein. Il disait il n'y a rien pour moi là-bas de toute façon. Ma vie est ici. Ouais. Fait que je ne sais pas si ça aussi, ça n'a pas. En tout cas, ça sonne comme. Il y a eu un ressac, là, je pense. C'est un athlète québécois qui réussissait, je ne sais pas, mettons, dans le baseball. Au cricket. Au foot britannique. Oui, ça. Puis qui déclarait écoutez, moi, le Québec, il n'y a rien pour moi. Ma vie est ici maintenant, je ne veux rien savoir. J'ai pas de. Ça me met. On en parlerait. On s'entend, on en parlerait. Là. Ou mettons un joueur de tennis de Pointe-Claire qui dit à un moment donné, moi, je deviens britannique. Là. On l'a vécu, ça. Je sais. Mais bon. Ouais, non, il était pas il était bon quand même. À l'époque, c'est ce qu'il y avait de mieux. Oui. Et si vous savez de qui on parle, vous gagnez un T-shirt. Répondez dans les commentaires. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on sait s'il y a communication maintenant entre la Fédération et Dobeš ou on n'en parle pas? OK, bon. Et je te dis, cette fédération tchèque, ils sont pas fins avec Jakub. Parce que, effectivement, tu disais, Marc-Antoine, bon, ça n'a pas été son meilleur match, mais c'est peut-être moi aussi qui ai rendu trop soft. Là, mais autant Montembeault que Dobeš, dans leurs difficultés, je ne suis pas comme catastrophé. Je n'ai pas trouvé qu'il y a... écoute, le match... Non, mais c'est qu'à un moment donné, un gardien établit ses propres standards. À un moment donné, ses performances... Les performances d'un joueur finissent par parler d'elles-mêmes. Puis si ton rendement est X, ben tu nous habitues à X. T'sais. Je pense que Dobeš est un gardien de but qui a plusieurs éléments qui jouent en sa faveur. Son gabarit, son niveau de compétition qui est incroyable. Il est frondeur parfois devant son filet dans son rapport avec les adversaires aussi. C'est un gars qui est très athlétique. Des fois, j'ai l'impression que sa technique n'est pas encore arrivée à maturité, puis il va la développer au cours des prochaines saisons. Puis je pense qu'on en a eu un exemple face aux Devils, parce que c'est généralement, quand un gardien qui est en confiance, qui va être gros devant son filet, mais qui utilise aussi son gros gabarit pour limiter ses mouvements, se faire frapper par la rondelle, c'est là que tu utilises le plus les avantages physiques que tu as. Sauf que quand tu te mets à exagérer tes mouvements, à glisser beaucoup de façon latérale, tu te places en position vulnérable. Puis c'est pas... J'ai l'impression que la marque finale hier ne reflète pas... Tu sais, probablement que Dobeš sait que les Devils auraient pu marquer 2 ou 3 buts de plus dans ce match-là. Alors, c'est pas grave. C'est une performance qui est comme moins bonne que les autres. Puis, tu sais, on l'a pardonné à Samuel Montembeault, on le pardonné à Dobeš aussi. C'est correct. Puis, il y a une équipe devant lui. Puis, même si le Canadien a mieux joué que face aux Flyers de Philadelphie, c'est pas le niveau de jeu, je pense, auquel Martin Saint-Louis aspire pour son équipe. Je pense que cette équipe-là a un cran de plus à aller chercher, là. Fait que c'est pas juste Dobeš. Je pense que le jeu collectif n'est pas encore tout à fait à point. Bon. Puis on avait presque... C'est presque réglé aussi. Je pense que tout le monde s'attend à ce qu'ils vont se partager le travail. T'sais, en début de saison, ça a évolué, n'empêche, là, cette situation-là. Donc ça aussi, ça me paraît positif pour Dobeš. C'était très divertissant, ce match-là, hier. Ils patinent, les Devils, hein? Non, puis le Canadien aussi. Oui. Ça, c'est sûr. Il y avait une notion de
étalon, comment on dit, mesure étalon, Ouais. qui était intéressante en ce sens-là, non? Oui, écoute, le Canadien entre dans une période où c'est ça. L'équipe avait eu, dans les 12-13 premiers matchs, un des calendriers les plus faciles de la Ligue. Et là, on entre dans une période qui est plus corsée, qui va permettre de mieux mesurer ce dont l'équipe est capable. Et hier, moi, je m'attendais à un très, très bon match de hockey. Ça a été un bon match, mais je pense pas qu'on a vu le meilleur du Canadien. J'ai été impressionné par Jack Hughes hier. On sait, bon, c'est le meilleur joueur de son année de repêchage, là, puis on sait que c'est un bon joueur, mais je comparais hier les statistiques de Hughes et de Caulfield depuis leur arrivée dans la Ligue nationale. Hughes, ils proviennent du même programme, Du jouaient même ensemble. trio. Et Hughes a joué une saison de plus. Il y a 81 matchs de plus de jouer que Caulfield dans la Ligue nationale. Puis je regardais, il y a comme 32 buts de différence entre les deux à l'avantage de Hughes. Fait que c'est l'équivalent d'une saison à peu près pour Caulfield. Grand nombre de mentions d'aide, plus qu'une centaine de mentions d'aide de plus pour Hughes. Mais ce qui m'a sauté au visage, c'est le nombre de tirs. On trouve que Caulfield est un gars qui tire quand même pas mal au filet, mais Jack Hughes a quelque chose comme 350 tirs de plus que Caulfield depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Là, il est dans les meneurs de la Ligue, parmi les gars qui tirent le plus au filet. Et hier, je trouvais que ça reflétait ça. Hughes, il surgit toujours du décor quelque part, puis il n'est pas loin d'être en position d'avoir une chance de qualité. Il n'y en a pas eu tant que ça dans le match d'hier, mais il est toujours menaçant, puis il tire vraiment beaucoup au filet. Je ne sais pas s'il a raté beaucoup la cible hier, là, mais j'ai beaucoup de points à côté de son nom dans le match d'hier, là, soit des chances de qualité ou des chances... 6 lancés, puis 6 lancés sur 8 tentatives. Alors, fait que c'est ça. C'est vraiment la grande menace de cette équipe-là. Mais le Canadien jouait à son plein potentiel. Je pense que, écoute, je sais pas si hier ça reflétait la performance des Devils, leur plus haut niveau de performance, parce qu'on les voit un peu moins. Ouais. Ils étaient invaincus à domicile, les Devils, depuis le début de la saison. Ils sont encore, mais écoute, je pense que le Canadien se compare très bien à cette équipe-là. Là. Jack Hughes, parmi tous les joueurs qui ont joué au moins 10 matchs, les joueurs actifs qui ont joué 10 matchs contre les Canadiens dans leur carrière, il a la meilleure moyenne de points par match contre le Canadien, dans toute la Ligue nationale. Fait que c'est mieux qu'Ovechkin, Crosby ou des gars qui Eric sont Cole. Jeff Skinner, ou Brock Nelson, des gars qui marquent tout le temps contre les Canadiens. Ouais. Fait que c'est ça. Minimum 10 matchs, Jack Hughes, c'est celui qui a la meilleure cadence de points par match face aux Canadiens. Cette équipe-là, tant que Jack Hughes et Nico Hischier sont dans l'alignement en même temps, parce qu'ils ont souvent été blessés à tour de rôle, quand les deux sont dans l'alignement, c'est une équipe qui est redoutable. Moi, ils m'ont vraiment frappé par leur vitesse, par la pression qu'ils exerçaient en échec avant, qui a vraiment nui aux Canadiens dans ces sorties de zone. Puis c'était une équipe qui avait accordé, je pense, 18 buts dans les 4 matchs précédents. Donc, ils ont travaillé très fort pour resserrer leur défense. Ils se sont fait vraiment chauffer les oreilles par Sheldon Keefe lors de leurs entraînements précédents, puis les séances vidéo, etc. Alors, ils ont veillé à resserrer beaucoup, beaucoup leur défense. Du côté du Canadien, je trouve que ce qui chicotait beaucoup Martin Saint-Louis après le match face aux Flyers, c'est le fait qu'on laissait l'adversaire prendre la vitesse en zone neutre. Puis l'attaquant F3, c'est-à-dire celui qui est l'attaquant qui reste un peu en retrait, qui est le plus proche de la zone défensive, c'est celui qui doit venir le plus prêter main forte à ses défenseurs, mettre de la pression en zone neutre pour empêcher l'adversaire d'entrer en zone du Canadien. Puis il y a des ratés à ce niveau-là, puis j'ai l'impression que ça n'a pas été complètement corrigé face aux Devils parce que le jeu de transition des Devils était très rapide également. Puis le Canadien a donné la ligne bleue à quelques reprises. Fait qu'il y a des... Quand je disais tout à l'heure que le jeu d'ensemble est peut-être pas tout à fait à point, c'est entre autres à ça que je faisais référence. Mais sauf que c'est quand même... C'est les deux équipes qui étaient au sommet là, de l'association C'est Est. un choc de titans. Ouais. Mais, tu parles de mesure étalon, j'ai
j'ai lancé Martin Saint-Louis sur ce thème-là avant le départ de l'équipe, mercredi, puis il n'a pas embarqué là-dedans parce que lui, il dit, écoute, il dit, nous, se mesurer à d'autres équipes, puis les mesures étalons, etc., il dit, notre mesure, c'est par rapport à ce qu'on sait qu'on est capable de faire. Ouais. Alors, au lieu de se mesurer à d'autres équipes, il disait comment on est par rapport à une autre équipe, c'est quels sont nos standards, puis on va garder ça dans la famille. Alors, c'est une bonne attitude. Une attitude de conquérant. Voilà. Ça me plaît. OK. Hey, un mot sur Kirby. Est-ce que une fois par semaine, je dois dire, on n'en parle pas assez? Il me semble une fois par semaine, je dis un mot sur Kirby. Ça va bien. Évidemment, il y a beaucoup de bruit là, dans ce début de saison. Demidov, Hudson qui reprend là où il l'a laissé, les gardiens, tout ça. On dirait que... Je ne sais pas si ça aide, là, mais pendant ce temps, Kirby se retrouve alors qu'à pareille date l'an passé, c'est ça qui faisait du bruit. Oui, c'est pas... Il remue pas ciel et terre, là, mais sauf que c'est quand même encourageant. On le voit de plus en plus dans la zone payante, dans l'enclave. On le voit de plus en plus. Ben oui. C'est juste ça. Absolument. Ouais. Puis, je pense qu'il faut... C'est un gars qui... On gère... Étant donné qu'il n'est pas très bon au cercle de mise en jeu, on limite les occasions où il va commencer des présences par des mises en jeu. Donc, il est envoyé, comme on dit dans le langage de hockey, on the fly beaucoup. C'est-à-dire, quand le jeu est en mouvement, on l'envoie à ce moment-là, ce qui permet aussi de faire en sorte qu'il passe quand même plus de temps en zone adverse. Il est efficace en fond de zone. Il gagne ses batailles en ce moment. Je le trouve un peu plus solide sur ses jambes parce que même si c'est un gars qui a un gros gabarit, j'ai toujours trouvé que son centre de gravité avait l'air placé à un drôle endroit puis il tombait quand même plus facilement. Ouais. Puis cette année, c'est un problème qui semble en voie de régler. Fait qu'écoute, il n'est pas dominant, mais je trouve qu'il fait de match en match des pas dans la bonne direction. Mais sauf qu'il y a une utilisation, somme toute, limitée. T'sais, il joue avec Zachary Bolduc. Zachary Bolduc n'a même pas joué 10 minutes hier. Fait que c'est un trio qui n'est pas... on est loin en ce moment là, de dire ce trio-là, c'est le deuxième trio du Canadien. Ils ont une utilisation quand même assez limitée. Tous les trios à 5 contre 5, en tout cas, les gars qui sont surtout utilisés à 5 contre 5 ont eu assez peu de temps de jeu hier. Les Devils ont eu quoi? 5 avantages numériques. Le Canadien en a eu seulement 2. Mais ça, le trio de Dak hier a eu, sur les tentatives de tir, a eu 80% des tentatives de tir quand il était sur la patinoire, ce qui est très élevé. Depuis que Gallagher s'est joint à Bolduc et Dak, depuis qu'on a reconstitué ce trio-là, ça va bien. Puis Dak a été favorisé un peu. Hier, il a marqué avec sa culotte ou avec son dos. Dans le précédent match, il a marqué un but dans un angle fermé là, qui n'aurait pas dû être accordé, mais il est près du filet. Et ce trio-là va bien ensemble. Il y a une chimie avec ce trio-là. Fait qu'il y a peut-être quelque chose à explorer. En tout cas, je vais continuer d'observer ça, mais ça me surprend de voir des fois... il y a des entraîneurs au hockey qui gèrent le match, qui décident très tôt dans le match. Si un trio fonctionne, ils vont leur donner du temps de jeu. Ils vont leur en donner beaucoup plus parce qu'ils voient que ça fonctionne. Ils vont exploiter ça. Puis il y en a qui continuent à gérer leur match de la même façon, peu importe ce qui se passe. Le Canadien semble avoir plus cette attitude-là en disant on roule nos trios puis on essaie de maintenir un rythme élevé. Mais c'est ça, match après match, je remarque qu'il y a des trios, des fois, qui sont complètement dominés, qui jouent autant. Qui jouent autant, et des trios qui vont très bien et dont le temps de jeu ne varie pas beaucoup. Alors, tu sais, hier, c'était un match très, très serré. Ce trio-là allait bien. Il a joué pas beaucoup de minutes. Là. Ils ont joué quoi, 6 minutes? Quelque chose du genre à 5 contre 5. Oui. Ben, écoute, ensemble, tu veux dire, les trois ensemble? Oui. Ah, je sais pas. Mais écoute, le temps total à force égale, c'est Bolduc, c'est 9 minutes. Dak, c'est 11. Gallagher, c'est 11. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, Gallagher... sur ce trio-là, je trouve que c'est vrai qu'ils complètent bien cette unité-là. Ouais. Ils ont joué 6,52 ensemble. Et ça, quand je disais que les temps étaient réduits hier, le 6,52, ce trio-là, trio Newhook, Kapanen, Demidov, ont joué 5,18. Ça a été ensemble. Mais tu sais,
Bon, il y a oui. le temps de jeu, les unités spéciales, etc. La part du lion, comme d'habitude, à Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Mais 11-49, habituellement, ils sont plus dans le 14. Là. Fait que c'est ça. Je pense que les nombreux désavantages ont changé les plans, peut-être. Oui, puis aussi, c'est un match à l'étranger où Martin Saint-Louis voulait vraiment placer le trio de Jake Evans contre les gros trios des Devils. Même s'il n'y avait pas le dernier changement, Sheldon Keefe lui a donné la possibilité de le faire. Fait que Evans a joué 18 minutes en tout. Fait que, tu sais, il y a eu de la glace beaucoup. Fait que il y a des soirs comme ça à l'étranger contre des gros trios où Evans va devenir ton deuxième centre simplement à cause des missions défensives qu'il remplit. Tu sais. Mais ce que je voulais dire par rapport à Gallagher et par extension au trio de Evans, c'est que le trio d'Evans commence systématiquement dans son territoire. Ils ont pris... je pense qu'Evans a pris 13 mises en jeu en zone offensive depuis le début de l'année. Il est toujours en zone défensive. Fait que si tu veux produire de l'attaque, t'as beaucoup de chemin à parcourir pour contenir l'attaque contre les gros trios, puis après ça, avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir déplacer le jeu dans l'autre sens. Puis je trouve que Gallagher, qui lui est surtout bon pour exercer de la pression, aller en récupération de rondelles dans le fond de la zone, c'est peut-être pas le meilleur casting de dire, toi, tu vas toujours commencer dans ton territoire, puis tu vas participer, on va autant que possible essayer de déplacer le jeu en zone adverse. Puis je trouve qu'il perd beaucoup d'énergie à faire ça. Tandis que si tu mets Veleno avec Evans puis Anderson, je pense pas que défensivement, tu y perdes grand-chose. Tandis que Gallagher, s'il est envoyé dans le feu de l'action avec Doc et Bolduc, il est plus à même de travailler dans ses forces. Puis justement, de passer du temps en récupération de rondelles, en échec avant, d'aider à installer l'attaque en zone adverse. Donc, je trouve que ce changement-là qu'on a vu dans les derniers matchs, il était subtil, mais il correspond vraiment à ce que chacun des deux joueurs est capable d'apporter à son trio. Bon, oui, puis on le voit bien. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. La saison des décapotables achève. Oui. C'est à ça que ça me fait penser. Elle est terminée, je te le confirme. T'as ça, toi? Oui. Je me suis jamais... Non, c'est pas vrai. J'en ai jamais conduit. Mais j'ai déjà fait un tour. Mais j'en ai jamais conduit. C'est que cette version-là du thème m'inspire de rouler. C'est vrai que ça a... On s'imagine au soleil, les cheveux au vent. Dans l'Arkansas. C'est ça. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et du TikTok officiel de Tellement Hockey, à vous tous et à vous toutes. Parce que c'est ça, là. Ça passe, cette saison-là, c'est en train de partir là, en dérape. Et d'ailleurs, il y a plusieurs réponses qui trouvent qu'on cherche des bébites, mais on a demandé qu'est-ce que vous amélioreriez chez le Canadien? On peut toujours s'améliorer. On peut toujours. Peu importe le contexte. Sylvie, les gérants d'estrade, il y en a beaucoup de ça. Les journalistes, il y a beaucoup. Les journalistes, je suis comme, hey, on J'améliorerais nos journalistes. Les commentateurs, il y en a beaucoup. Tout ça, c'était sur Facebook. Jérémy, toujours sur le book. Un trio Dak, Demidov, Bolduc, ça revient aussi. Il faut jouer à 5 contre 5 dans la zone adverse. C'est ça. Est-ce qu'on va le voir? Dak, Demidov, Bolduc, est-ce qu'on va le voir? Parce que ça fait longtemps. Là. La saison est jeune, vous me direz, mais c'est un sujet depuis le début. Thierry, toujours sur le book. Ah, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ajouter quelques joueurs plus costauds. Ça revient, ça, aussi. Jacques, toujours sur le book. Un bon centre pour Demidov, avec un E. André, diminuer les punitions inutiles. Vous pouvez... c'est des bonnes réponses. Mon oncle, toujours sur... ça, c'est sur le Gram, un deuxième joueur de centre. Bon, ça revient. C'est ça. J'ai pas trouvé... Il y a quelques bonnes réponses, mais des choses à améliorer. Tu sais, comme, je sais pas...
mieux protéger l'avance. C'est venu. Il y en a eu quelques-unes, mais... Le Canadien a remporté juste la moitié des matchs dans lesquels il détenait une avance après 2 périodes cette année. C'est quand pas même, bon, tu ça. regardes l'affiche de l'équipe, Ouais. l'affiche est une bonne très fiche. bonne, mais c'est un petit tour. Je fais souvent un parallèle entre les ingénieurs en F1 puis les entraîneurs. C'est le genre de petit réglage. Si tu es capable d'apprendre à gérer les avances ou Mais qu'est-ce qui... Quel outil, quel vice, comment on... Parce que, tu sais, ça m'apparaît un peu les Devils sont volatile. avec une avance après 2 périodes, les Devils sont premiers dans la Ligue, sont 9-0. Il y a quelque chose qui font bien. Là. Il y a quelque chose... tu sais, Mais c'est quoi? C'est l'étanchéité? C'est le défensive? C'est le mindset? C'est... Parce que ça, c'est récurrent depuis le début de l'année. Souvent, ils s'en sont bien tirés, mais ils en ont perdu des avances. Ils ont gagné des matchs où ils avaient l'avance puis qu'ils ont perdu, qu'ils ont gagné en prolongation. ouais. C'est arrivé souvent, ça aussi. Oui, là. oui. Donc, enlève ces victoires en prolongation-là, puis c'est encore plus... la statistique que tu partageais est pire. Les victoires à la régulière, il y a une seule équipe dans l'association Est qui a moins de victoires en temps réglementaire que le Canadien. Ça, c'est Les Flyers de Philadelphie, c'est tout. Fait que, tu sais, il y en a 4 seulement, là, les Canadiens. Alors, c'est vraiment les matchs en prolongation qui les sortent. École, ouais. Mais c'est la plus jeune équipe de la Ligue. exact. Ah, voilà! Alors, à un moment donné, c'est un apprentissage, ça fait partie du processus de maturité. Parce que, je ne sais pas si c'est à ce micro-ci que je l'ai dit, mais il y a toujours une ligne qui est fragile. Est-ce que c'était celui-là? C'est ça. Il y en a 3, c'est un des 3. Probablement. C'est dans un de tes directs avec Patrice dans le stationnement du Dodger Stadium. Oui. C'est à ce moment-là Exactement. qu'on va parler. Mais c'est que quand tu protèges une avance, je pense que tous les joueurs de hockey savent que si tu te mets à jouer de façon trop défensive, C'est fini. Ouais, c'est fini. c'est ça. Hein? C'est safe is death. Alors, tu joues sur les talons, ça va finir par te rattraper parce que 20 minutes à jouer comme ça, c'est long. Alors, mais en même temps, tu veux pas ouvrir la porte à l'adversaire en faisant preuve de témérité. T'as beau te dire, la meilleure défensive, c'est l'attaque. On a bien fait dans les 40 premières minutes. On continue change rien. ce plan de match. Ouais. On ne change rien, mais sauf qu'un petit geste un peu trop téméraire, puis finalement, tu as ouvert la porte à l'adversaire. Puis finalement, ça devient contre-productif. Alors, de trouver l'équilibre, la ligne entre ces deux aspects-là, c'est pas facile à trouver. Puis ça prend, je pense, non seulement on parle d'expérience parce que c'est une équipe jeune, mais c'est une équipe qui sort d'une reconstruction, qui n'a pas l'habitude d'avoir eu l'avance D'être très bon. souvent. Ouais. Alors, le Canadien n'a pas appris à manœuvrer cette ligne-là encore très, très souvent. Il va finir par le faire. Mais c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire que de se retrouver à protéger une avance puis de dire on va être ni trop défensif, ni trop offensif. Est-ce que tu veux passer du temps? Idéalement, hier soir, par exemple. La défaite, c'est un revirement à la ligne bleue adverse en prolongation. Ouais. C'est le genre de truc que tu peux pas faire. Un revirement sur une ligne bleue. Dans la zone offensive. Quand tu veux sortir de ton territoire, là, la chose la plus importante dans ta vie, quand tu arrives à la ligne bleue, c'est qu'il faut que la rondelle sorte. C'est ça. Peu importe comment, puis quand tu arrives à la ligne bleue, Faut que ça rentre. il faut que la rondelle soit placée. Si tu n'as pas d'option, il faut qu'elle soit placée. Là, à 3 contre 3, c'est pas pareil, c'est un jeu de possession de rondelle, mais rebrousse chemin. S'il y a un étau qui se referme devant toi, il faut que tu rebrousses chemin. Et ça a été une erreur. Je suis sûr que Martin Saint-Louis était déçu de ça parce que c'est un de ces jeunes vétérans de l'équipe qui a commis cette faute-là. Mais c'est ça. Quand tu accroches le poisson dans la Ligue nationale, il faut que tu sois capable d'embarquer à bord de la chaloupe puis de repartir avec. Puis là, ça a l'air niaiseux. Là, l'équipe va bien, mais ce sont des points perdus. Faut que le poisson veuille sauter dans le chalet. Moi, je prendrais plus de métaphores de pêche, moins de métaphores de F1. OK. Non, ça prend toutes sortes de métaphores. Ça peut- On parle à un public large. Exact. Je poursuis. Donc, on va vous demander via les réseaux sociaux qu'est-ce que vous amélioreriez chez le Canadien sur le Tube. Charles dit le deuxième trio, l'expérience Kapanen a assez duré. # Team Martin Leclerc. Ça, c'est...
malheureusement, ça a dépassé. Merci de votre soutien. Ça Non, a- je sais pas. Écoute, le Canadien, il faut le dire, le Canadien fait avec ce qu'il a. Là. C'est une jeune équipe. Je pense que tout le monde chez le Canadien est conscient qu'il n'y a pas de deuxième joueur de centre digne de ce nom. Puis en même temps, Martin Saint-Louis essaie d'équilibrer les choses, mais ça reste quand même extrêmement étonnant qu'une recrue de la qualité de Demidov se retrouve à jouer avec un centre recrue qui n'est pas reconnu pour être un joueur d'élite offensivement. Là. Fait que si tu veux, c'est une ressource extrêmement rare d'avoir un gars qui a le talent offensif de Demidov, là, puis il est comme freiné par Ou ça. du moins, ouais, il n'est pas encouragé. Fait que, tantôt, tu disais quand est-ce qu'on va voir Dak avec Bolduc et Demidov. Moi, je pense qu'on va les voir à un moment donné. Là. Je peux pas croire qu'on les verra pas, mais c'est ça. Ça sent bien, je pense. Ouais. Ça sent bien. Je poursuis sur le TOC maintenant. Bryce, il faut du physique, de la robustesse. On l'a vu l'an dernier. Qu'il nous manque ça. Mm-hmm. Oui, c'est... je sais pas. En fond d'alignement, là, tu sais, avoir un gars... Quelqu'un qui joue le rôle... Le rôle que joue Veleno en ce moment, s'il était occupé par un gars qui avait à la fois des bonnes aptitudes défensives et plus de papier sablé, ce serait pas plus de gros grains. On a du petit grain. C'est analogie de... Moins d'analogie de menuiserie, plus de... oui, mais c'est ça. C'est parce que tu disais... C'est quoi? C'est mardi qu'on en parlait. Bolduc en amène pas mal. Oui. Est-ce que le Canadien est mieux là que l'an passé, mettons? Oui. Dans ce domaine-là, c'est que ça. oui. Ouais, je pense que c'est ça. Mais il y a encore une variété de grains. Oui. On pourrait ajouter une variété... Un peu plus de... OK. Bon. Une petite dernière sur le TOC. C'est ma préférée. Sébastien Bibeau, qu'est-ce que vous amélioreriez chez le Canadien? Le nombre de bannières au plafond, il en manque une 25e. Hein? C'est pas bon, ça? C'est bon. Très bon. Qu'est-ce que vous amélioreriez? J'aime ça. J'ai vérifié avant de la poser pour être sûr d'avoir le bon nombre de R au conditionnel, amélioré au conditionnel. Qu'est-ce que vous amélioreriez? C'est toujours bon quand on anime d'avoir le bon nombre de R dans les mots qu'on prononce. Ben, ou du moins, dans le doute, mets-en un de plus. Moi, c'est mon conseil aux jeunes communicateurs. Qu'est-ce que... T'es pas sûr? Rajoute-en un. C'était quoi le nom de la... Monique Jérôme Forget faisait ça. Dans le doute, rajoute un R. Elle n'était pas chiche sur les R. Qu'est-ce que vous amélioreriez chez le Canadien? Ben, je pense qu'on les... Ça va bien. Laisse ça aller. L'ensemble des réponses qu'on a données, c'est un bon échantillon quand même. Oui, c'est bon. Oui. Martin, est-ce qu'on oublie quelque chose? Moi, je les ferais vieillir tous d'un an. C'est ça. Comment qu'on fait ça? Je fais pas une machine à voyager dans le temps. Hein? Mais cela dit, ils ont beaucoup vieilli, je trouve. Oui. Je trouve qu'ils sont plus vieux que leur âge. Ouais. On décortique ça 2 fois par semaine, là, puis on jase, puis on essaie de voir ce qui pourrait être mieux fait, mais c'est quand même spectaculaire. Honnêtement, c'est spectaculaire. C'est vrai. La vitesse, en fait, c'est la vitesse de la reconstruction qui était patente. T'sais. Normal, il y a des équipes, tu sais, le prochain adversaire, le Mammouth de l'Utah, les deux équipes sont rendues au même point de leur reconstruction. Ils sont devenus compétitives à peu près en même temps, mais le Mammouth a commencé bien avant. Là. Ben, le Mammouth... En quelle année? Ils ont commencé en Arizona. Je pense que c'est l'ère précambrienne. Là. D'ailleurs, ils portent bien leur nom, là, parce que je pense qu'il faut remonter là. C'est avant le dernier âge l'ère glaciaire. Il y avait des mammouths quand ils ont commencé. C'est plus simple de la manière que tu le dis, effectivement. Non, mais ça a été une longue reconstruction. Le Canadien a fait ça rapidement. Puis c'est normal qu'il va y avoir des petits écueils au passage, des petits reculs, mais il y a encore... C'est déjà une meilleure équipe que l'année dernière. C'est moins brouillon défensivement. Les joueurs exécutent plus simplement ce que Martin Saint-Louis leur demande. Puis tu as des joueurs aussi qui individuellement progressent. Il y a encore une... Je lis les commentaires à la fin des articles que j'écris, puis j'ai toujours la même gang qui casse du sucre sur le dos de Juraj Slavkovski. Mais bon sang, son début de saison est de loin meilleur à ce qu'on a vu lors de ses 3 premières saisons. Oui. Puis, il y a du progrès chez plusieurs joueurs. Alors, quand tu prends ça à vol d'oiseau, c'est malgré le fait que c'est ça. D'un soir à l'autre, il y a des affaires qui tournent croche un peu. Ben, c'est quand même une équipe qui va dans la très bonne direction.
Moi, je te posais la question de savoir comment c'est quand la reconstruction, parce que je trouve que c'est quand même... Les gens ont l'air à associer le mot reconstruction avec l'arrivée il y a 3 ans de Kent Hughes et de Jeff Gorton, mais il y avait un travail de fond qui avait été fait avant. Là, Romanoff en 2018 qui a servi dans la transaction de Dak, Caulfield en 2019 et Struble sont membres de l'équipe, Goulet en 2020. Attends, là, repêcher des jeunes joueurs, c'est pas ça une reconstruction, là? Ben, ils ont commencé à se faire à empiler des choix de repêchage. Ça fait partie. T'as pas le choix dans la Ligue nationale. Si tu veux reconstruire, il faut que tu empiles des choix de repêchage. La précédente administration, a laissé quand même la maison en ordre de ce côté-là. Là. Il y avait une bonne banque, puis ils ont été très bons. Le département de recrutement depuis 2022 du Canadien a été extrêmement performant, mais Suzuki est le cœur de cette équipe-là. C'est un jeune joueur qui s'est greffé avant qu'il arrive. Caulfield est membre du premier trio. Fait que quand les gens parlent de reconstruction du Canadien, ça, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'il y a eu un tour de magie qui s'est fait dans les 3 dernières années, mais il y avait quand même... Oh oui. Il y avait quand même des rails. Il y avait quand même des rails qui avaient été installés avant que le train embarque dessus. Là. Il y avait matière à faire. Mais si on cherche une définition de ce que c'est qu'une reconstruction, c'est Kent Hughes qui disait c'est correct d'en gagner, mais il ne faut pas trop gagner. Et c'est ce que Bergevin aurait... Moi, je me fie. Je pense pas qu'il aurait fait ça. Non. Moi, une fois Bergevin m'a dit j'en ferai pas de reconstruction à Montréal. J'y crois pas. Compris, Godin? J'y crois pas. Les partisans n'ont pas la patience qu'il faut pour soutenir ça. Puis ça, c'est le message qu'il a relayé à son propriétaire. Fait que tant que lui a été là... Mais moi, je croyais à ça aussi. Moi, je suis encore surpris que ça ait fonctionné? Oui. Ben, que les gens aient été patients, puis... l'équipe était dans les bas-fonds. Là. Ils l'ont fait. Il n'y avait plus trop le choix. Là. Mais, tu sais, je disais, parce que je discutais avec un ami hier qui d'ailleurs... mentionnait, tu parlais de Montembeault tout à l'heure, puis le sarcasme et la méchanceté, entre guillemets. Est-ce que, je pose la question là, mais on pourra y revenir, mais est-ce que c'est annonciateur que c'est fini, là, applaudir une équipe perdante à la fin de la saison? Parce que c'était ça, moi, j'aurais jamais pensé. On a vu ça, là, les 3 dernières années. Dernier match, là, puis ils ont gagné 10, 12 parties dans l'année, puis l'ovation debout. Moi, je pensais jamais qu'on verrait ça à Montréal. Et dans ce sens-là, c'est ça, je pense que Bergevin, c'était pas farfelu là, de penser que une reconstruction, c'était pas envisageable, là, non? Oui. C'était la lecture qui faisait du marché. Je pense que c'est sûr qu'au plan juste de la business, ça pouvait être problématique, mais je pense qu'en même temps, après avoir vu une équipe vivoter pendant tellement longtemps, pendant 20-25 ans, à être une équipe juste moyenne qui des fois faisait les séries, des fois les faisait pas, puis de rester toujours juste une équipe très moyenne. Être comme le Wild du Minnesota de l'association Est, là. Ben, à un moment donné, il fallait que quelque chose se produise pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir une équipe de tête. Puis les moyens qu'il avait pris ne fonctionnaient pas. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une accumulation de choix hors pêchage. Lui, il appelait ça un reset. Sa réinitialisation. Où est-ce que à la volée. Il y a des joueurs qu'il a remplacés puis qui est allé chercher parce que l'équipe ne faisait pas les séries. Fait que c'est sûr que tu vas accumuler des choix de repêchage quand tu es sur le point de rater les séries éliminatoires. Tu vas être vendeur ou c'est normal. Mais la décision de dire, OK, on défait la maison puis on la reconstruit. Ça a commencé avec Lekonen puis Kulak, je pense, les premiers qui sont partis. Puis bon, après ça, il y a eu toute une suite. C'est la nouvelle administration qui a fait ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, la ligne m'apparaît plus claire que peut-être pour Martin. Là. Marc Bergevin a travaillé durant toute son administration, il a travaillé avec une main attachée dans le dos. Là. Son département de recrutement a eu une période
de 12 ans à peu près où on avait de la difficulté à développer un joueur de 4e trio chez le Canadien. Premièrement, il y avait des circonstances. L'équipe avait du succès en saison régulière. Il y a eu des années où on a échangé des choix de repêchage pour aller chercher des joueurs à la date limite, mais le département de... Tu sais, des années où tu as 6 sélections, où tu as 5 sélections, là, c'est difficile. Tu ne te présentes pas souvent à la plaque. Là, la marge d'erreur est très, très élevée. Et il a réagi tard. Là, il a commencé à accumuler en 2017 des choix pour 2018. Puis là, on s'est mis à se présenter à la plaque plus souvent pour avoir plus de succès. Il n'a pas profité. Il a planté des arbres dont il n'a pas vu l'ombre nécessairement. Mais c'est ça, ils sont pas arrivés. C'était pas le désert. Là. Ils ne sont pas arrivés dans le désert, avait, la nouvelle administration. Il y avait... Bon, cela dit... Non, j'allais dire... parce que Lane Hudson, tu n'avais pas besoin de couler au classement 3 années de suite pour le repêcher. Mais c'est vrai que Demidov, Slavkovski, c'est 2 sur 3. Mais Lane Hudson, si les dirigeants du Canadien, les recruteurs avaient su à quel point il allait être bon, il l'aurait sélectionné beaucoup plus haut. Ouais. Mais le fait d'avoir une multitude de choix au repêchage fait en sorte que tu peux prendre le risque. Ça te donne le luxe de prendre le risque de dire, écoute, ce gars-là a des aptitudes dominantes. On ne sait pas à cause de sa taille s'il va jouer. Il y a des radiographies encourageantes. Mais il y a aussi tout un art d'aller chercher de l'information pour évaluer où les joueurs qui t'intéressent pourraient être pris. Puis je pense qu'il y a une partie du calcul avec Hudson en particulier. Ouais. Ils l'ont pris à la fin du 2e tour parce qu'ils savaient qu'il allait encore être là. Fait qu'ils se sont dit, on a un choix avant, on va prendre un autre gars qui a plus de chances de partir. Si on le prend pas, il va partir tout de suite après. Je parle de Owen Beck ici. Tandis que Hudson, on est confiant qu'il va être encore là à la fin de la 2e ronde. C'est incroyable pareil. Là. Ils avaient le premier choix au total. Puis leur meilleur joueur de ce repêchage-là, c'est un gars qu'ils ont pris en fin de 2e ronde. C'est le 4e joueur qu'ils ont repêché parce qu'il y a Mesher aussi qui a été repêché. Non, ça démontre à quel point c'est une science très inexacte. Mais c'est ça, je parlais de ça avec un recruteur d'une autre équipe de la Ligue nationale durant la période du camp d'entraînement. Puis il disait, l'équipe qui se présente au repêchage puis qui n'a pas de choix de premier tour, parce que le directeur général a échangé à la date limite là, pour aider son équipe à faire un long parcours en série, puis qui ont juste un choix de 2e tour, puis qui en ont 2 au 3e tour. Ils arrivent à la sélection de Lane Hudson, ils disent c'est pas Hudson qu'ils vont prendre, ils vont prendre le gros défenseur. Le gros gars qui a probablement moins d'habileté, mais ils se disent il y a des bonnes chances de jouer dans la Ligue nationale. Fait que ça te donne, quand tu empiles des choix de repêchage, ça te donne une liberté de risque que beaucoup d'autres n'ont pas. Bon, c'est pas la première fois qu'on en parle depuis le début de la saison, mais là, 2 buts hier dans les Pingouins qui ont encore gagné contre les Capitals, hier étant jeudi soir. C'est ça. Sidney, il veut pas. Sidney, on regardait ça à l'envers, on disait, il viendra pas, mais non, c'est ça. Est-ce qu'il est capable à lui... Non, c'est mal, parce qu'il est pas seul, là, mais est-ce qu'il est capable de tirer ça vers le haut, puis qu'effectivement... On attend comme la débandade, mais y en aura-t-il une? Est-ce qu'il va jouer jusqu'à 50 ans comme Gordie Howe? On verra. Mais écoute, moi, je regardais ça ce matin, je l'ai glissé dans nos notes parce que... Tu sais, Sidney Crosby, les gens qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui, soulignent toujours à quel point c'est un malade mental du perfectionnisme, à quel point il pousse ça plus loin que les autres. C'est excessif. Je ne sais pas si c'est excessif, mais c'est vraiment une quête d'excellence qui n'arrête jamais. Là, il va en vacances avec sa blonde dans les Laurentides, puis il apporte ses patins, puis il va patiner à la patinoire extérieure. Stéphane Dubé, qui était préparateur physique des Pingouins à l'époque, quand Sidney est arrivé dans la Ligue nationale, me racontait que
Sidney allait le voir et disait je pense que je peux trouver 2-3% de plus de puissance dans ma poussée sur patin. Peux-tu me trouver des exercices qu'on pourrait faire? Puis parle-en pas aux autres, c'est juste entre toi et moi. C'est juste entre toi et moi. Puis que les entraîneurs qui l'avaient au niveau junior devaient cacher ses patins quand il y avait des journées de congé parce qu'il allait à l'aréna puis il trouvait le moyen de patiner quand même. Et Sidney Crosby, c'est ça, hier, je voyais 2 buts encore, OK, bon début de saison, 11 buts cette saison, il est au sommet de la Ligue nationale avec Cutter Gauthier. Puis je me suis dit, il me semble qu'il n'a pas fait ça souvent dans sa carrière, marqué 11 buts à ses 15 premiers matchs. Je suis allé voir, c'est son meilleur début de saison. Ah ouais, aïe aïe. 11 buts, il a marqué 2 fois 10 buts à ses 15 premiers matchs, mais c'est la première fois qu'il marque 11 buts à ses 15 premiers matchs, à l'âge de 38 ans. Et je trouve que ça correspond exactement au... Ça illustre. Ouais. Ça illustre à quel point, écoute, il doit chercher... Physiquement, c'est définitivement pas le même joueur qu'il était il y a 15 ans, là, mais il trouve le moyen d'exceller encore et d'être parmi les meilleurs, d'utiliser peut-être plus son cerveau, sa compréhension du jeu pour compenser avec un petit peu moins d'explosivité qu'il peut avoir, etc. Mais c'est quand même impressionnant de voir un gars de 38 ans. C'est ça. Je trouve ça beau. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Oui, pour nous qui vieillissons tous, là, on peut voir de l'espoir. Mais je sais pas. Mais c'est un peu tard pour ça. C'est ça. Avec une moins bonne équipe, j'ajouterais. Tu regardes l'ensemble, le support, c'est une moins bonne équipe qu'il y a 10 ans, là, les Penguins de Pittsburgh, là, ce contexte-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, je pense qu'il y a une partie dans le rendement de Sidney Crosby, il y a une partie de lui, je pense, il y a cette volonté de vouloir faire taire tout le bruit entourant un départ possible. Ouais. Puis le fait que tout le monde a tenu pour acquis que les Penguins allaient en arracher. Ouais. C'est comme vous le montrer. Et ce n'est pas seulement... L'affaire, c'est que c'est pas seulement Crosby non plus. C'est sûr que c'est lui dont le jeu ressort le plus, mais c'est quand même assez frappant que Evgeny Malkin, dont on a l'impression qu'il arrive au bout du rouleau, là, puis les dernières saisons laissaient croire ça, mais il est quand même très, très solide depuis le début de la saison. Je pense que c'est plus étonnant. Il y a 17 mentions d'aide en 15 matchs. Fait que là, il y en a un qui marque des buts, l'autre qui fait des passes, mais Malkin est quand même le premier marqueur de cette équipe-là. Puis tu as des gars qu'on n'attendait pas vraiment. Anthony Manta, rendu à ce point-ci de sa carrière, mais quand même, il mène l'équipe à plus 8. Il y a déjà 7 buts. Alors, ils ont trouvé des façons d'aller générer de la production. Ils ont changé aussi le message. Parce que derrière le banc, Dan Muse... C'est un gars c'est un entraîneur qui s'est vraiment appliqué sur la condition physique de ses joueurs, puis s'assurer que ça allait être impeccable au camp d'entraînement, puis il voulait pas faire de compromis là-dessus. Ça m'a impressionné de lire Le Temps. Il disait que c'était le camp le plus difficile auquel il avait participé depuis qu'il est chez les Penguins. Ça fait quand même longtemps qu'il est là, puis il y a eu des très bons entraîneurs. Michel Therrien, en termes de conditionnement physique... Oui, lui, il fallait arriver prête, là. Ouais. Et d'entendre Le Temps dire que ça a été le camp le plus difficile auquel j'ai participé, c'est probablement le début de saison et probablement le reflet de ça aussi. Oui. Puis, mais sauf que c'est un gars qui a aussi... Muse, semble-t-il qu'il a une approche très conviviale, installée comme la bonne humeur, puis une facilité d'approche. Donc, le climat aussi est sain. On essaie d'évacuer un petit peu une pression inutile. Mais je serais quand même surpris que les succès que les Penguins ont actuellement perdurent encore très, très longtemps. À un moment donné, je pense que ça va les rattraper. J'aimerais ça qu'on revisite la question à chaque semaine. Donnons-nous, disons par tranche de 10 matchs. on risque d'être plus pertinent. C'est quand la débandade? Écoute, c'est sûr qu'on va revisiter le sujet dans un mois parce que le Canadien va affronter les Penguins 3 fois en 12 jours. Ah, ben c'est parfait, ça. C'est ça. Fait que... Là, tu peux déjà écrire ton préambule. Oui, voilà. D'ailleurs, on conclut l'épisode, on commence ce balado-là tout de suite après. Non, mais c'est bien ça. J'aime ça, moi. On les voit pas de l'année. Après ça, 3 fois dans la même semaine, puis après ça, on les revoit pas. C'est parfait. C'est parfait.
Je suis pas content. Un bon calendrier Je suis pas content équilibré. du calendrier. Bon. OK. C'est ça qui est ça. Est-ce qu'on met un bumper de conclusion ou je conclue comme ça, là? Moi, je pense qu'on devrait faire comme au bed. Juste pour te relancer là-dessus, je ne veux Ouais. pas partir, je sais qu'on est sur la fin, là. Mais il y a des préoccupations écologiques, l'empreinte de carbone des ligues Ouais. professionnelles et tout Ah ça. ouais. Je pense qu'on devrait commencer à penser au hockey, à faire des séries comme au baseball. 2 matchs dans le même jour? Tu arrives dans une ville, tu joues. Si tu as 2 matchs à jouer dans cette ville-là durant la saison, tu les disputes. Ou que les matchs, les dos à dos, les fameux dos à dos, là, le Canadien en a un paquet cette saison. À la même place. Qu'on les joue contre la même équipe, au moins. Il faut absolument faire il me semble que ça donnerait. Ouais. Historiquement, dans la Ligue nationale, à l'époque des 6 clubs, c'était ça. Là, les équipes jouaient dans une ville l'un contre l'autre, prenaient le train, s'affrontaient dans le match suivant dans l'autre ville. Il me semble que ça créerait l'animosité qui naît dans un match, se transporterait, ou que ça crée une histoire plutôt que de voir une équipe reposer depuis 3 jours, accueillir une équipe qui arrive, qui joue 2 matchs en 24 heures, tout ça. Mais t'as pas tort. Puis moi, c'est pas tant le fait que je trouve ça très chouette, à vrai dire, qu'on joue la même équipe rapprochée. C'est surtout, j'ai l'impression qu'on les voit plus souvent. Ça fait partie plus d'une critique, pas une critique, mais un mécontentement global. Ouais, c'est pas dans la culture du sport, mais... Marc-Antoine, pour ou contre 2 matchs dans le même jour? Dans le même jour. Ça, je suis contre. Un programme double? Dans la même soirée. Ouais. Ben, Je joue à midi. Oui, c'est ça. On se fait échanger entre les 2 matchs. Tu n'es pas obligé de... Non. Si tu veux, ben, c'est comme... Non. Mais écoute, c'est juste que les contraintes d'amphithéâtre sont tellement nombreuses et ridicules que c'est... Je pense qu'il faut... Quand on regarde le calendrier de la Ligue nationale, il faut toujours garder à l'esprit que c'est le principal irritant qu'ils ont à concevoir leur calendrier. C'est qu'il y a toujours une date qui est prise dans un aréna ou un autre. T'sais. Pourquoi? Essayer de faire 2 matchs en 2 soirs au Madison Square Garden, bonne chance. Et tout ça à cause de quoi? De l'argent. Pour faire de l'argent. La maudite argent. Et c'est une métaphore des considérations environnementales encore aujourd'hui. Voilà. Hein? On a commencé hard, on finit hard. OK, Marc-Antoine Godin, merci d'être là, d'être revenu. J'ai pensé, je dis à Martin, on le reverra peut-être jamais. On le reverra peut-être jamais. Non. Alors ça, c'est au moins ça. Merci d'avoir été là. Je rappelle que tu es content d'être de retour. Ben oui. Une chance qu'on l'a, notre Marc-Antoine. Entre ça et le stationnement du Dodger Stadium, là, c'est... J'espère. Je suis rentré, finalement. J'espère. Non, je sais. C'est comme Miss. C'est dans ma... dans mon imaginaire. J'aime ça. Je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Bon, et tu es libéré. Merci infiniment. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment également. Un plaisir, messieurs. On se revoit. On se reparle mardi. Oui. On parlera de André Tourigny, puis le Mammouth. Le Mammouth. Pas André Tourigny, là. C'est l'entraîneur du Mammouth. Lui, c'est l'ours. C'est l'ours, c'est ça. Bear. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un excellent week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.